Et donc, si vous êtes scientifique, vous pouvez effectuer une étude rigoureuse du système d'écolocalisation de la chauve-souris. Donc vous aurez une description scientifique, en fait, et objective de la façon dont la chauve-souris perçoit son environnement. Par contre, donc cette description, aussi objective soit-elle, elle sera toujours subjectivement humaine, enfin subjectivement liée à la façon dont l'individu extérieur va interpréter le système d'écolocalisation et ce que ressent la chauve-souris. Et donc c'est en fait impossible d'imaginer ce qu'est la perception subjective, enfin ce que ressent une chauve-souris par rapport à son environnement, tout simplement parce qu'on ne peut pas ressentir une chauve-souris en tant que chauve-souris. On pourra toujours ressentir, enfin on pourra toujours essayer de décrire ce que ressent une chauve-souris, mais en tant qu'être humain, et donc avec vraiment un biais qui consiste à essayer de décrire, mais finalement qui consiste à essayer de décrire quelque chose qui ne correspond pas directement au ressenti de l'organisme extérieur. Et donc, de manière moins extrême, en fait, on peut considérer que c'est la même chose entre humains. Donc, nous ne pouvons ressentir la douleur dont est conscient l'individu X en tant qu'individu X, parce qu'on ne peut avoir une description objective de cette douleur, celle-ci étant intrinsèquement subjective et privée. Et ça, c'est vraiment un aspect important, parce que si on parle là-dessus, et si on considère qu'effectivement, le ressenti subjectif est privé, alors ça devient un petit peu difficile à étudier, parce que pour étudier de manière objective quelque chose de subjectif, là, ça amène à des complications très claires. Et donc finalement, il y a un autre problème, c'est celui de pouvoir échapper au dualisme. Donc vous me direz tous, oui, très bien, la conscience, enfin, pour beaucoup, j'en suis sûr, elle est dans le cerveau, on peut l'étudier avec une approche scientifique, neurobiologique, en étudiant tout simplement les neurones. Mais néanmoins, en fait, quand on parle de la conscience dans le cerveau, on parle souvent des mécanismes neuronaux amenant à la conscience, on parle souvent d'essayer d'expliquer l'émergence de la conscience, on parle souvent de savoir comment le cerveau crée de la conscience. Donc ça, c'est des termes qu'on emploie souvent, même chez les scientifiques. Et finalement, est-ce que ça ne revient pas en fait, à accepter une position dualiste, parce que c'est une position dans laquelle, en fait, finalement, la conscience est quelque chose en dehors du cerveau. Donc ça, il y avait une très belle citation, qui a maintenant plus de 150 ans, de Huxley, qui disait finalement que la conscience émerge simplement de la simulation du système nerveux, est aussi inacceptable que de croire que le génie émerge lorsque Aladdin stimule la lampe. Donc ici, c'est la même idée, c'est qu'en fait, les interactions physico-chimiques qui sont engendrées dans le cerveau, le fait qu'elles fassent émerger de la conscience, c'est aussi inacceptable que en fait, un fantôme qui émerge d'une lampe magique. Donc en plus, il semble en fait impossible de démontrer qu'une structure neuronale amène à une expérience consciente, tout en niant en fait la possibilité inverse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un changement dans la structure neuronale, dans une structure neuronale donnée qui va en fait amener à un changement de l'expérience subjective. Donc ça, on y croit. Mais qu'est-ce qui vous dit, donc ça c'est ce qu'utilisent les dualistes comme argument, je ne dis pas que j'y crois, mais qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas l'inverse qui se passe? C'est-à-dire qu'un changement d'état subjectif, finalement, peut en fait avoir un effet sur la structure neuronale. Si vous voulez, on montre que lorsqu'on change la structure neuronale, on change aussi l'expérience subjective, mais en fait, finalement, ce qu'on montre, c'est juste une corrélation. On ne montre pas la causalité. C'est très difficile de montrer la causalité. Et finalement, donc, étant donné la différence entre les états phénoménaux, ce qu'on appelle les états phénoménaux subjectifs, et les états neuronaux, en fait, une réduction paraît difficile, voire impossible. Certains pensent que c'est même impossible. C'est-à-dire qu'on a des structures d'une part mentales et d'autre part physico-chimiques qui sont bien trop différentes pour pouvoir en fait réduire l'une à l'autre, enfin pouvoir réduire la vie mentale à la vie à la structure physique. Voilà. Alors ce qu'ont proposé en fait même des philosophes et de nombreux neuroscientifiques, c'était de dire, bon, on arrête avec tout ça,
on met le problème difficile dont vous parlez, effectivement, qui a peut-être une certaine validité, on va le mettre de côté, et on va essayer tout simplement de s'attaquer en fait tout simplement au problème facile, celui de savoir en fait ce que ressent un individu lorsqu'il vous dit qu'il ressent ceci. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'individu en fait va rapporter avoir conscience, et qu'est-ce qui va se passer lorsque l'individu ne rapporte pas avoir conscience, et on va en fait regarder les différences. Je vais revenir là-dessus. Donc voilà, donc certains refutent cette distinction et considèrent que l'étude de la conscience comme un phénomène réductible à la troisième personne. Certains pensent même que c'est juste finalement qu'on peut réduire ça à l'introspection, donc ce que vous rapporte un sujet de ses propres états mentaux. Et on peut considérer en fait qu'une meilleure compréhension des corrélats neuronaux de la conscience d'accès, donc le problème soi-disant facile, nous amènera à une meilleure compréhension de la conscience phénoménale, de la subjectivité en elle-même, si distinction il y a. Voilà, donc j'ai vraiment... c'est l'idée ici qu'on attend qu'un miracle ait lieu et on pourra tout réduire. Donc l'approche qui est utilisée par les neurobiologistes, c'est l'approche des corrélats neuronaux de la conscience. Donc, ce qu'on appelle les NCC, donc qui en fait représentent le moyen d'échapper au mystère, parce qu'on va, en fait, dans ce cas-là, éviter, on va regarder juste les corrélations, et on va éviter de parler de base neurobiologique de la conscience, donc ça implique aucun problème lié à la causalité entre la vie mentale et le substrat physique. Donc on va faire, comme je disais, juste des corrélations entre le fonctionnement neuronal et le fonctionnement psychologique. Donc on va étudier par exemple les sensations conscientes et comment les sensations conscientes corrèlent avec certains changements dans la structure neuronale. Voilà, et comme je disais, ça permet en fait d'éviter le problème de la causalité, même si bien sûr cette question reste largement questionnable. Donc que sont les corrélats neuronaux de la conscience ? Donc ici, ça c'est une image qui est issue du livre de Christophe Corr, que vous pouvez trouver là-bas. Et donc l'idée ici, c'est que lorsque moi, en tant qu'observateur, je vais regarder en fait une scène visuelle, certains neurones en fait dans certaines parties de mon cerveau, ici dans les zones temporales, en fait, vont se mettre à décharger. Et en plus, vont se mettre à décharger en fait de manière synchrone, comme c'est montré ici. Et si ces neurones en fait se mettent à décharger de manière synchrone à chaque fois que je perçois l'image d'un chien, à chaque fois que moi je ressens qu'il y a un chien, ça veut dire que cet ensemble de neurones, cette coalition de neurones, en fait constitue un corrélat neuronal de la conscience. Donc voilà, donc c'est l'ensemble des mécanismes et événements neuronaux qui sont suffisants pour une expérience consciente. Ça, c'est la définition de base. Donc c'est une définition qui a été proposée par Christophe Corr et Francis Crick. Francis Crick qui était le co-découvreur de l'ADN, et en fait qui a passé le reste de sa vie à étudier la conscience. Et donc, un corrélat neuronal, en fait, un corrélat neuronal de la conscience, amène à postuler qu'il doit y avoir une correspondance entre un événement mental et son corrélat neuronal qui doit être explicite. Ça veut dire qu'en fait, un changement de l'état subjectif doit automatiquement être accompagné d'un changement de l'état neuronal. Donc, dans l'exemple ici, par exemple, si je ne vois plus un chien, alors les neurones doivent s'arrêter de se mettre en synchronie, et ça implique, arrêter de décharger en synchronie, et ça implique que finalement, il s'agit bien ici d'un corrélat neuronal de la conscience, ou plutôt du contenu conscient de pouvoir voir un chien. Et donc on peut stipuler le premier objectif des neurosciences, dans lequel on est depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est de déterminer en fait quelle est la différence entre les processus neuronaux qui corrèlent et ceux qui ne corrèlent pas avec la conscience. Donc en fait, on va étudier les processus neuronaux qui, à chaque fois qu'il y a un changement d'état subjectif, en fait, vont corréler avec ce changement d'état subjectif, et on va les distinguer de ceux qui, quoi qu'il arrive, ne corrèlent pas avec un changement d'état subjectif, mais qui néanmoins sont mis
en place, qui sont néanmoins, on va dire, activés, et qui, eux, probablement correspondent à des processus totalement inconscients.